Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui, on va survoler, parce qu'on va pas trop rentrer en détail, mais on va survoler la manipulation d'images et notamment la manipulation de PNG. Et on va voir aussi comment faire une archive en format zip. Alors pour ceci, j'ai préparé quelques images. Donc en fait, sample 1 et sample 2, c'est des images de 10 pixels sur 10 pixels. Et on voit bien dimension 10 x 10. Si on reste dessus, voilà. Donc là, ça fait relativement petit, donc je pourrais guère vous le montrer comme ça à l'écran, ça va pas être beau du tout. Par contre, j'en ai fait une plus grosse représentation, voilà. Donc en gros, ce sera ça. Ça va être un fichier qui va faire donc un fichier tout blanc de 10 pixels sur 10 pixels. Et le premier pixel est vert et le dernier est mauve, on va dire. Donc ça, en fait, c'est une représentation agrandie de ces deux-là, sample 1 et sample 2. C'est exactement les mêmes. Alors, l'image est exactement la même dans les deux cas, mais c'est le mode de couleur qui va changer. On verra ça juste après. Et sample 3, donc c'est une image qu'on utilisera après. Voilà, donc c'est ceci en deux couleurs. Là, il y a uniquement, donc là, ça fait tout pixelisé, dégueulasse parce que c'est pareil, c'est vachement agrandi. Donc c'est l'agrandissement qui fait ça. Donc voilà, c'est une image pixelisée en noir sur un fond vert. Et nous, ce qu'on va faire, donc dans un premier temps, on va décoder les deux premiers pour voir un petit peu comment ils se composent. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est pour ça que je suis parti sur un PNG, eh bien on va faire un petit utilitaire qui va sélectionner la couleur de background et la remplacer par du transparent. Donc en fait, c'est le même principe qu'on utilise sur quand vous faites de la vidéo avec un fond vert. Vous cliquez sur la couleur, alors un fond vert, un fond bleu, ce que vous voulez. Vous cliquez sur la couleur de fond et automatiquement, elle disparaît. Donc ici, on fera pas toujours pareil, on fera pas des réglages hyper compliqués. Simplement, notre utilitaire, il va aller choper la couleur, en fait, le premier pixel. On estimera que le fond déborde bien tout autour du logo. Et donc on prendra le premier pixel qui est censé être le fond, et à chaque fois qu'il rencontrera la même couleur sur un autre pixel, eh bien il la transformera en transparent. Donc c'est vraiment du très simple, hein. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de machin, le fond est totalement uni. Si on n'a pas un fond totalement uni, forcément on aura des bouts qui resteront. Mais le but n'est pas de faire quelque chose de parfait, c'est vraiment voir le fonctionnement. Après, justement, vous pouvez très bien continuer cet exemple en ajoutant, par exemple, un seuil de tolérance. Donc, allons-y. Alors, je referme tout ça. On va commencer par voir comment ouvrir une image, enfin, un PNG, et le décoder. Donc ici, tout simplement, ce qu'on va faire, déjà, on va se faire une variable qu'on va appeler file. Il y aura une erreur que, comme d'habitude, je vais bypasser. Et puis, on va faire un OS open. Voilà. Et puis, on va lui passer le file name. Donc ici, qui s'appellera sample 1.png. Donc là, on va tout simplement ouvrir le fichier comme on l'a fait d'habitude. Alors, ouais. Voilà, je vais faire mes imports. Alors, je vais déjà importer OS. Voilà. Mais, voilà. Alors, ce que je peux faire tout de suite, c'est un defer file close. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien.
on a ouvert notre fichier. Ça, c'est de tout ce qu'on fait à chaque fois qu'on ouvre un fichier. Alors ensuite, on va se créer une variable qui va accueillir notre image. Et puis, pareil, on va bypasser l'erreur. Hein. Donc ici, on va avoir notre fichier qui va être ouvert. Donc on va avoir un truc, un objet file. Mais tous les fichiers sont encodés d'une manière particulière. Il va falloir les décoder. Et pour ça, on a un paquet spécial qui s'appelle PNG. Donc on voit ici, c'est image PNG, c'est un sous-package du package image. Hop là, voilà. Et ici, on a tout simplement une méthode qui s'appelle decode. Et qu'est-ce que fait decode? Eh bien, elle prend un IO reader. Donc ici, notre objet file sera l'IO reader. Et elle renvoie un objet image et une erreur. C'est parti. Decode. Et puis, l'IO reader, c'est notre objet file. Donc, on va lui passer file. Voilà. Et là, on a notre image PNG décodée. Alors, qu'est-ce que cet objet image? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va faire un FMT, un printline, voilà, hop, et ici, on va mettre IMG. Voyons ce que ça nous dit. Mon terminal, il est là. Hop là. Alors ici, on a un slice d'octet. Alors on voit que j'ai des 255 partout. Sauf ici, où on a des zéros, et ces trois valeurs-là. Donc en fait ici, on va pas les lire, hein, on va pas les compter, mais on en a 4 fois plus qu'il n'en faut. Donc ici, c'est les coordonnées de l'image. Donc elle commence à 0, 0 et elle se termine à 10 et 10. Donc on a bien 10 pixels. Et 40, honnêtement, j'ai jamais su à quoi ça correspondait. Moi, je dirais, enfin si, j'avais fait un essai avec une image qui n'est pas carrée. Donc en gros, ça correspond au nombre de données par ligne. A priori au nombre d'octets par ligne. Donc pourquoi j'ai 40 octets par ligne? Pourquoi ici au total j'en aurai 400? Eh bien parce qu'en fait ils sont groupés par 4. Ici en fait ça c'est un pixel. Ça c'est un pixel. Bon après ça va se compliquer. Et donc les 4 derniers représentent aussi un seul pixel. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans notre image, tiens d'ailleurs je vais pouvoir l'ouvrir, voilà. Comme on l'a vu dans notre image, eh bien ici et ici, le premier et le dernier pixel, ils sont de couleurs différentes. Et donc on voit bien ici 0, 0, 0, 255, 0, 255. On voit bien que les autres sont tous à 255 4 fois. Et pareil pour le dernier. Donc en fait, c'est du RGBA. Ça, c'est quand vous enregistrez votre image, vous êtes dans Photoshop, vous enregistrez votre image en RVB tout court, c'est ce que vous obtenez. Vous obtenez un fichier avec du RGBA. Donc rouge, vert, bleu, et 255, c'est l'alpha. L'alpha, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, l'alpha, c'est la transparence. C'est là-dessus qu'on jouera tout à l'heure. Donc, là, on est à 255. Donc, 255, c'est complètement opaque. 0, 0, c'est transparent. C'est complètement transparent. Et donc, rouge, vert, bleu. Donc, on voit ici, notre rouge, il est à 0. Notre vert, il est à 255. Et notre bleu, il est à 0. Et ici, donc là, c'est vraiment une couleur toute simple, avec une des composantes à fond et les deux autres à 0. Ici, c'est des dosages un peu plus compliqués. Donc on voit ici que ces valeurs reflètent ceci. On a 172, 133, 214 et toujours 255, ce qui est normal pour l'alpha, puisque c'est pas du tout transparent. Donc maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que Sample 2, c'est exactement le même que ça, c'est exactement ce même fichier, mais simplement, on a changé son mode de couleur.
Alors là, en l'occurrence, c'est Photoshop qui l'a changé tout seul parce que je l'ai enregistré dans un mode spécial. Donc, est-ce que j'ai enregistré? Oui. Allons-y. Voyons ce que ça nous dit. Voilà. Donc là, on voit quand même que j'ai beaucoup moins de données dans mon slice d'octet. J'en ai quand même beaucoup moins. En fait, j'en ai 4 fois moins. On voit ici que j'ai toujours mon nombre d'octets en fait par ligne. Donc ici, on est tombé à 10. Donc toujours pareil, ça va de 0, 0 à 10, 10. Ça, c'est les coordonnées. Avec la largeur et la hauteur. Et par contre, j'ai un autre slice qui contient des tuples en fait, qui contient des ensembles de 4 données. Donc on se doute un petit peu de ce que c'est que ces 4 octets. Donc ces 4 octets, d'ailleurs on voit bien que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ceci et ça à cela. Donc en fait c'est le mode dans Photoshop couleur indexée. Donc en fait soit vous choisissez couleur indexée, soit c'est avec le... Pour ceux qui utilisent Photoshop, c'est enregistré pour le web. Et automatiquement, lui, va vous passer en couleur indexée. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, si vous vous rappelez de quand vous étiez petit, ces coloriages à faire avec des numéros, où il y avait des coloriages, il y avait de la peinture comme ça, où en fait votre dessin était découpé en plusieurs zones et chaque zone avait un numéro qui correspondait à une couleur. Eh bien, c'est exactement ça. Tout simplement, on a fait un tableau. Alors, on voit du coup qu'on utilise beaucoup moins de données, puisque ici, on a 3 couleurs différentes, pour au final 100 pixels. On n'a que 2 pixels qui sont de couleurs différentes, et on a donc 3 couleurs différentes, le blanc, le vert et le mauve. Donc plutôt à chaque fois de répéter, on voit ici blanc, 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 et en plus on n'a même pas d'effet de transparence ici. Donc tout est à 255. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ces cas-là, alors c'est vrai que pour une photo, bon, le gain n'est pas vraiment intéressant. Mais dans le cadre de petits graphiques comme ça, on voit que c'est super intéressant puisque on a nos 3 couleurs qui sont dans un tableau ici. Voilà. Alors, comment il les range? Honnêtement, j'en sais trop rien. Alors, est-ce que c'est la couleur la plus utilisée et puis ensuite les autres dans l'ordre de lecture en fait du fichier? Là, ça ressemble à ce pattern-là, mais je pourrais pas vous dire. Honnêtement, je sais pas trop s'il y a un ordre particulier ou voilà. D'ailleurs, on peut essayer de le relancer pour voir si... Oui, ça changera rien. Non, je suis... C'est moi qui vous dis des bêtises, puisque l'indexation, oui, l'indexation est fixe. Alors oui, non, je sais pas comment il fait son indexation. Mais, donc pour en revenir, c'est hyper simple à comprendre. Ici, on a 3 couleurs différentes, donc elles sont indexées, les 3 ici. Et donc après, on va remplir nos 100 pixels. Ici, on a nos 100 pixels qui sont représentés, chacune par un octet. Et cet octet, en fait, c'est l'index de ce tableau-là. Donc ici, en premier, c'est l'index 1. Donc ici, 0,255, 0,255. C'est ce qu'on a là. Ensuite, tous les autres pixels ici vont être de l'index 0, c'est-à-dire 255 4 fois. C'est bien ce qu'on a tout le long. Et tout à la fin, on voit qu'on a l'index 2. Et l'index 2, 0, 1, 2, c'est bien 172, 133, 214, 255. C'est ce qu'on a ici. Donc en fait, il regroupe, il crée un tableau avec les couleurs et ensuite, il assigne chaque couleur via l'index de ce tableau. Plutôt que d'assigner la couleur directement, eh bien, il assigne l'index auquel se trouve cette couleur. Il l'assigne au pixel. Ce qui du coup là permet de rétrécir considérablement le nombre de données.
Donc voilà pour ce qui est du décodage du PNG. J'avais pas grand chose de plus à vous montrer là-dessus. C'était juste pour qu'on voit la différence. Je trouvais ça intéressant de voir la différence entre le mode RVB normal et les couleurs indexées. Puisque certaines fois dans Photoshop on voit le mode couleur indexée et puis on se demande, on sait pas trop, enfin d'après le nom on se doute un petit peu, mais on sait pas trop comment ça fonctionne. Ben voilà. Donc là on voit bien que en fait c'est un tableau avec une indexation de toutes les couleurs. Alors le mode importe peu quand vous allez travailler sur un PNG. Le mode d'enregistrement il importe peu. Ici, on va utiliser une méthode qui s'appelle at. Donc en fait, cette méthode, on voit qu'elle va renvoyer un objet du package color, un objet de type color. Donc en fait, il va nous renvoyer une couleur. Et at, en fait, ça va être le pixel, ça va être la couleur du pixel qu'on va lui donner. Donc ici, alors voilà. On voit qu'il faut X et Y qui sont tous les deux des int. Donc en fait, c'est les coordonnées du pixel. Donc ici, on a un tableau qui fait une largeur de 10. On le voit d'ailleurs ici. Donc il démarre à 0. Les index de départ sont 0 et la longueur est 10. Donc comme un tableau, le premier pixel sera 0, 0. Donc, exactement comme un tableau, le dernier pixel, sur une longueur de 10, ce sera pas 10, ce sera 9, puisqu'on commence à compter à partir de 0. Donc, il y a un décalage de 1. Donc ici, 9 et 9, ce sera le dernier pixel sur une image de 10 pixels sur 10 pixels. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc ici, on faisait go run main go. Voilà. Donc j'ai bien ce fameux 172, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on avait ici et c'est ce qu'on avait ici. Oui, ben ici c'est la même chose d'ailleurs. Voilà. Donc là j'ai été chercher la couleur du dernier pixel. Donc on voit qu'il me la donne. On est sur sample 2, donc on est sur la couleur indexée. Donc maintenant, pour bien vous montrer que le système de couleurs, que ce soit couleur indexée ou que ce soit RGBA, ça ne change absolument rien. Voilà, donc j'ai bien enregistré mon fichier, je fais go run main go, et j'ai exactement la même valeur. Donc pour l'objet image, ça ne fait aucune différence. Ici, pour nous, on peut appliquer les méthodes, quel que soit le mode de notre PNG. Donc ce qui veut dire qu'on n'aura pas à se soucier si on est en RVB ou en couleur indexée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Alors, je vais ouvrir mon sample 3, voilà. Nous, ce qu'on va vouloir faire ici, ça va être de sélectionner, donc on va parcourir cette image pixel par pixel, et on va vouloir que chaque pixel qui correspondra, donc en fait on va prendre le premier pixel ici, qui sera vert, comme ça, ce beau vert limite fluo. Donc on va prendre le premier pixel ici comme couleur de référence, et tout ce qui sera de cette couleur, à chaque fois qu'il y a un pixel de cette couleur, eh bien on va le modifier pour mettre un pixel transparent à la place. Et donc à partir de là, on va créer un deuxième fichier. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. C'est déjà pas mal. Allons-y. Alors pour ceci, comment on va faire ça? Alors déjà, on va modifier notre code. On va vouloir ouvrir sample 3. Jusque là, on est pas mal. Alors ça, clairement, pour l'instant, ouais, je vais même l'enlever de là parce que donc ici, on a fait exactement pareil, on a ouvert notre fichier et on l'a décodé. Donc juste pour éviter, parce qu'on va manipuler finalement deux images, on va en créer une deuxième à partir de la première. On va pas, je ne vais pas supprimer la première ou l'écraser ou quoi que ce soit. Je vais garder l'original et créer une copie transparente. Alors, l'original, on va l'appeler image source, voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc là, on a notre image source. Donc à partir de notre image source, on va vouloir créer maintenant une image
de destination. Alors, dans un premier temps, avant de créer quoi que ce soit, avant de faire notre première image, il va falloir, petit 1, en fait, on va vouloir faire une copie de cette image, mais modifier en fait. On va vouloir déjà qu'elle ait le même nombre de pixels. Donc pour ça, eh bien, il va falloir récupérer la taille et donc la largeur et la hauteur de notre image. Ça paraît hyper logique, mais on va pas le faire à la main. Faudra pouvoir, parce que ici on va utiliser cet exemple-là, mais vous allez en utiliser un autre. Donc vous n'allez pas à chaque fois vous amuser à rentrer la taille à chaque fois que vous lancez cette petite application. Donc il faut qu'on récupère la taille de manière dynamique. Donc pour ceci, je vais commencer par la largeur. Donc large source, ça va être égal à image source point. Et ici, vous voyez, de toute façon, on n'a pas 36 méthodes. Hein. Donc on l'a vu. Color model, on se doute un petit peu. Hein, c'est le modèle de couleur, tout simplement. Et il nous reste bound. Donc bound, voilà. On voit que ça nous renvoie un rectangle, un objet rectangle. Et là-dessus, on a des méthodes. Alors, on en a plusieurs. Hein. Celle qui nous intéresse, c'est dx. Donc dx, c'est la largeur. Alors, c'est une méthode, hein, donc ça va nous renvoyer un int. Et maintenant, si je fais on va appeler ça aux sources. Et ici, on va mettre dy, et bien là, j'aurai la hauteur de l'image. Donc là, j'ai la largeur et la hauteur de cette image source. Donc je vais vouloir créer une nouvelle image avec ces paramètres-là, de la même largeur et de la même hauteur que mon image source. Et après, on la remplira. Mais au départ, il faut créer le conteneur. Donc créer l'image, on va créer une image vide. Et après, on remplira les pixels petit à petit. Alors, le système de création d'image est un petit peu particulier. On va pas, comme un fichier texte par exemple qu'on avait vu, on a créé notre fichier texte et après on l'a rempli de données. Et ben ici ça fonctionne pas pareil. En fait, il va falloir qu'on crée le contenu avant de pouvoir créer le contenant. Donc ici on va créer un rectangle en mémoire. On va créer l'image elle-même, donc l'ensemble de pixels, et après on le versera dans une image. On l'utilisera pour créer un objet image. Donc comme on l'a vu ici, non, c'est ici. Bound, lui, il nous fait un objet rectangle. Et donc ici, nous, on va vouloir créer un nouvel objet rectangle, en fait. Donc pour ceci, eh ben, je vais l'appeler rectangle. Ce sera mieux. Et là, on va appeler le paquet image tout court. Alors, image, il est ici. Voilà. Et on va faire la méthode rect. Alors, la méthode rect, on voit qu'elle renvoie une image rectangle. Donc, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a ici, ben, finalement, avec... Non, là. En utilisant la méthode bounds, on récupère un objet rectangle. Donc, on voit qu'il nous faut 4 paramètres, x0, y0, x1 et y1. Donc, en fait, c'est tout simplement ces paramètres-là. Les points d'origine et la largeur et la hauteur. Alors, ben, les points d'origine, hein, c'est pas compliqué. C'est 0, 0. Alors, large source, hauteur source, voilà. Puisque on veut que ce soit exactement la même image que sample 3. Mais on va vouloir juste changer des pixels. Mais on veut qu'elle fasse déjà la même hauteur et la même largeur. Donc on va utiliser les mêmes que notre image source. Donc point de départ, donc en X et en Y, et puis ensuite X1 et Y1, c'est les longueurs et largeurs. Donc ici, enfin largeur et hauteur. Donc là on a mis largeur et hauteur de la source. Donc on a créé notre rectangle. Donc là c'est encore pas une image, c'est un ensemble de données. Donc pour créer notre image proprement dite en mémoire, donc là on va faire image
Bon, image d'est, hein, ça suffira amplement. Et c'est là qu'on va créer notre image. Donc on va aller sur le paquet image, on va faire new et on voit qu'on en a un gros paquet. Alors on peut faire des images en CMJN hein, pour ceux qui font de l'impression, des images en niveau de gris. Donc on va prendre new RGBA. Moi c'est ce que j'avais pris pour mon exemple. Donc ici on voit qu'il lui faut un objet rectangle. Eh bien ça tombe bien, on en a créé un qui s'appelle rectangle, un peu plus haut. Voilà. Et là j'ai vraiment mon image. Ok, donc là, notre image, elle est effectivement créée en mémoire. Donc on a ici notre image source. Alors, je pourrais peut-être... ouais, je vais mettre ça comme ça. Image source. Et ici, on va faire image de destination. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on a besoin aussi, on a un autre paramètre qui va rentrer en compte, et bien c'est la couleur qu'on va vouloir effacer. Donc, on va appeler ça background color. Ici, tout simplement, alors je vais créer je vais appeler ça back color. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on avait sur notre image source, enfin on n'avait qu'une seule image tout à l'heure, donc forcément c'était l'image source, on avait la méthode at. Donc ici on va prendre en fait la première couleur, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure que on partait du principe, voilà, que la chose à détourer était en plein milieu et donc que tout autour on avait la couleur à enlever, on avait la couleur de background, donc logiquement si je prends le premier pixel il sera de la couleur de background. Donc là c'est vraiment pour cet exemple là, hein, on aurait quelque chose, un logo qui commence ici, ça ne marcherait pas. Enfin c'est le logo qui serait rendu transparent. Donc ici, je vais pour l'instant simplement récupérer, on se fout de savoir le mécanisme derrière, on sait que ça récupère une couleur, vous voyez, un objet color qu'on va voilà, pour l'instant se mettre dans un coin. Là, on sait qu'on a juste récupéré la couleur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va boucler sur le fichier de destination, on va prendre chaque pixel, et ce qu'on va faire, donc on va prendre par exemple le premier pixel, si ce pixel-là est de la couleur de background, donc automatiquement il le sera puisque c'est la couleur qu'on prend. Hein. Donc s'il est de la même couleur, on le passera donc sur le fichier de destination, on le rendra transparent. Et après on va passer au deuxième pixel et ainsi de suite. Et par contre si on tombe sur un pixel qui n'est pas de la couleur à effacer, eh bien on le laissera tel que dans le fichier de destination. Donc à chaque fois on va prendre le fichier source, regarder, donc on va prendre le pixel du fichier source, on va le regarder. On va le traiter et on appliquera le résultat de ce traitement au pixel correspondant dans le fichier de destination. Donc pour ça, on va se faire deux boucles for L. Alors, moi je le fais comme ça. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, ça n'aura pas de souci. Je vais faire en fait, je vais garder, on va avoir deux boucles imbriquées. Une pour la largeur, une pour la hauteur. La logique voudrait que on commence par la hauteur, c'est-à-dire que sur la ligne, la hauteur ça va représenter les lignes et la largeur ça va représenter les colonnes. Donc nous ce qu'on voudrait faire c'est le lire de manière lire de gauche à droite. Donc de gauche à droite et de haut en bas. Mais ici, on va faire l'inverse pour pouvoir garder largeur et hauteur dans le même... vous voyez, ici, c'est la largeur et la hauteur. Pareil, là, c'est la largeur et la hauteur. Donc, je vais vouloir garder cette même disposition. Donc ici, ce qu'on va faire, on va analyser toutes les colonnes. On va prendre les colonnes une par une. Et à chaque fois, dans chaque colonne, on va vérifier toutes les lignes. Donc en fait, on va lire comme ceci.
colonne 1 de haut en bas, colonne 2 de haut en bas, colonne 3 de haut en bas. Mais vous pouvez, si ça vous perturbe, si l'idée de lire le fichier dans ce sens-là vous perturbe, vous pouvez le lire dans ce sens-là. C'est pas un problème. D'ailleurs, lui, il est indexé de cette manière-là. Il est indexé comme ça. Quoi qu'il en soit, votre fichier sera lu pareil. Donc, tant que... là, on va itérer sur la largeur. Donc, la largeur, on va commencer à 0. Et tant que largeur sera inférieure à largeur source, voilà. Et je vais faire i++. Tac, c'est parti. Pourquoi i? Ça, c'est l'habitude. Hein. Voilà. Donc là, je vais itérer sur chaque colonne. Et maintenant, je vais imbriquer une autre boucle dedans, puisque une fois qu'on sera donc sur la première colonne, eh bien, on va vouloir itérer tous les pixels, donc c'est-à-dire toutes les lignes. Et là, donc du coup, eh bien, du coup, on va mettre h. Et là, on va mettre, par contre, hauteur source. Donc là, notre itération, elle est faite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc on va, dans un premier temps, vérifier la couleur de notre pixel en cours. Donc pour ceci, comment on va faire? Tiens, je vais espacer un petit coup. Donc là, à chaque fois, on va itérer sur chaque pixel. Donc maintenant, comment va-t-on faire ça? Eh bien, on va faire un bloc if-else. If. Donc voilà. Notre condition, ça va être... on va prendre le pixel courant. Le pixel sur lequel notre boucle est. Donc, ce pixel, ça va être image source point at image source at. Et bien donc c'est pour ça que j'ai mis les boucles imbriquées dans ce sens-là. L et H. Voilà. Donc on va utiliser l'index L et l'index H comme système de coordonnées, tout simplement. Donc ici on aura premier tour de boucle de la boucle principale, on va dire que ça c'est la boucle principale, celle-ci la boucle secondaire. Donc premier tour de boucle principale, on sera à 0. Ensuite, on va lancer cette boucle-là qui va itérer ici à chaque fois. Donc on aura 0, 0. Ensuite, on va vérifier 0, 1, 0, 2, et ainsi de suite jusqu'à 0, 9. Enfin, dans une image de 10 sur 10, celle-ci elle fait pas 10 sur 10, hein, je vous le dis depuis tout à l'heure, mais non, elle fait plus. Mais dans le premier exemple, par exemple de 10 sur 10, donc on va aller de 0, 0 à 0,9. Ensuite, bien notre boucle sera finie, parce qu'ici, on doit rester inférieur à la hauteur, donc inférieur à 10. Donc notre boucle se finira. Tac, on va revenir à la première boucle qui, elle, va itérer une fois. Donc ce coup-ci, on va faire 1. Ici, elle va passer à 1. Et on va recommencer 1,0, 1,1, 1, tac, 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 jusqu'à 1,9. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à 9,9. Donc là, voilà. On va aller chercher... Donc à chaque fois, on va aller chercher la couleur du pixel en cours. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va la comparer à cette couleur qu'on a stockée. C'est notre couleur de référence, et c'est à partir de celle-ci qu'on va décider si on change ou pas notre pixel. Voilà. Et donc, on va faire tout de suite le else. Voilà, puisqu'on a nos deux conditions. Donc si les deux pixels sont les mêmes, on va changer le pixel de destination. Et si ils sont différents, eh bien on gardera le pixel de destination sera le même que le pixel d'origine. Donc là ici en l'occurrence, je voudrais que si ça c'est la couleur à supprimer. Donc en fait si le pixel sur lequel je suis, il est de cette couleur-là, on va vouloir le rendre transparent. Alors, comment on fait ça? Là, on va vouloir travailler sur l'image de destination. Voilà. Si à l'image source, ce pixel est vert, ici on aura du vert, eh bien, moi je veux que, dans l'image de destination, ce pixel soit, on va le mettre à 0 tout le long. On va mettre toutes les valeurs à 0. De toute façon, les 3 premières valeurs, on s'en fout un petit peu, puisque on va mettre l'alpha à 0. Donc après que ce soit du rouge, du vert, du bleu, du ce que vous voulez, dès l'instant où l'alpha à 0, il est complètement transparent. Donc en fait, les données n'ont absolument aucune importance, finalement.
c'est là c'est l'alpha qui va primer, puisque un bleu complètement transparent, ben il n'existera pas. Il sera oui voilà, complètement transparent, c'est rien. Mais donc pour la forme, on va tout passer à 0. Donc comment on fait ça? Comme on avait sur nos images, donc on a vu sur image source là, on avait quelque chose pour récupérer la couleur, eh bien on a quelque chose aussi pour setter la couleur d'une image. Donc on va faire set. Donc on va utiliser la méthode set qui va prendre des coordonnées, hein, comme la méthode at. Sauf qu'au lieu de renvoyer une couleur, eh bien là, on va lui passer une couleur. En fait, on va définir la couleur de ce pixel-là. Donc notre méthode set, eh bien, on va lui remettre L et H, qui sont les coordonnées du pixel courant. Donc nous, on veut que le pixel qu'on va setter dans l'image de destination, ben, on veut que ce soit le même que le pixel de l'image source. Quand on sera sur le pixel 1, on veut que le pixel 1 eh bien, soit adapté du pixel 1 de l'image source. Et là, on va avoir besoin d'une couleur. Alors cette couleur, bon, ben ici, voilà, elle nous est prodiguée par ces méthodes-là. Mais là, on va vouloir en créer une. Alors on voit que c'est un objet couleur du paquet couleur. Donc on se doute que, voilà, on va appeler le package image color. Et ben, si c'est un objet color de ce package-là, on se doute qu'il doit bien y avoir une méthode pour les créer, ces objets. Alors, je dis des bêtises, c'est pas une, voilà. Ce n'est pas une méthode, c'est un nouvel objet couleur. Donc, c'est une struct. Donc, du coup, comme on a fait un new NRGBA, eh bien, on va utiliser ici aussi un objet NRGBA. Voilà. Et donc on va lui passer nos valeurs. Hein, donc là c'est une nouvelle un nouvel objet de type NRGBA qu'on va créer. Donc ici eh bien on va lui passer nos 4 valeurs, le rouge, le vert, le bleu et l'alpha. Voilà. Alors moi j'ai tout mis à 0 parce que le principal c'est qu'on ait l'alpha à 0 ici. Donc si le pixel correspond à l'image, à la couleur à supprimer, eh bien on la supprime en mettant un pixel avec un alpha de 0. Et à l'inverse, si ça ne correspond pas à la couleur à enlever, eh bien on va tout simplement, donc on va refaire un set. Et ici, on va faire, donc pareil, L et H. Et pour la couleur, ben la couleur, on va tout simplement mettre... Alors c'est vrai que j'aurais pu créer une variable pour ça tout à l'heure, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc on va mettre, en fait, on va lui dire que ben, si c'est pas cette couleur-là, donc qui est la couleur à proscrire, la couleur à enlever, à remplacer par du transparent, eh bien, si c'est pas de cette couleur-là, on le laisse tel quel. Donc, en fait, dans l'image de destination, le pixel à cet endroit-là sera le même que celui au même endroit dans l'image source. Voilà, tout simplement. Et là, ça y est, on a rempli notre nouvelle image. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un nouvel objet destination. Donc, on va faire OS create. Et puis, on va l'appeler sample4.png. Donc ça, c'est pareil, on pourrait automatiser, hein, récupérer le nom de fichier, lui ajouter au bout point transparent, enfin tiret transparent par exemple, point .png. Enfin voilà, là je l'ai codé en dur. Logiquement, pour une vraie petite application, il faudrait automatiser la création du nom de fichier. Je le mets juste en dur moi pour l'exemple.
Donc ce que je vais faire tout de suite le defer destination close. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la méthode png point encode. Et png encode, il prend deux. Il renvoie une erreur, mais voilà, qui est optionnelle. Ça, on va là, hein, comme d'hab. Donc il lui faut une méthode pour écrire. Hein, il lui faut un flux de sortie en fait en écriture. Et il lui faut l'image. Ben, l'image, c'est ce qu'on a créé ici. Hein, on l'a créé ici, on l'a rempli là. Donc maintenant, oui, donc c'est image destination. Hein, ça on est voilà, ça on est d'accord. Et puis le flux de sortie, eh bien ça va être le fichier qu'on vient de créer ici. Donc on va mettre destination, donc ça va être l'IO writer, le flux de sortie, donc ça va sortir vers un fichier, et puis notre image qui s'appelle non, img, j'ai appelé ça imd, oh quel couillon, bon c'est pas grave, je m'en rends compte seulement maintenant, bon, c'est pas grave, voilà, et png en code imd dest. Donc là, j'ai traité mon fichier. Donc voilà, ça paraît... mes explications étaient peut-être un poil confuses comme d'hab. Mais en fait, on voit qu'il n'y a pas grand-chose finalement à faire. Hein. On ouvre le fichier de destination et puis on crée une nouvelle image en mémoire qu'on va à la fin balancer dans le fichier de destination. Bien sûr, on a un petit traitement au milieu qui est relativement simple. Hein, finalement. On parcourt tous les pixels, puis on les analyse un par un. Voilà. Ben donc, il est temps de tester. Dans un premier temps, on va se faire ça. Go run main go, c'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, on voit que j'ai un fichier sample4 qui a été créé. Et alors ici, clairement, on le voit pas bien. Alors, est-ce que je peux vous l'ouvrir? Oui, voilà. Donc voilà l'original. Et voilà le résultat. Notre fichier sample4.png. Et on voit qu'il a été complètement détouré. Elle est pas belle la vie? Voilà, hein, complètement détouré. Alors. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a un truc que je voulais voir, par contre. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Donc, fmt. Voir si je suis pas obligé de réouvrir mon fichier avant. Ouais, bon, on s'en fout, on va voir ça. mddest. Voilà, je voudrais imprimer le fichier pour voir ce qu'il en est. Parce que quelque chose me turlupine, j'aimerais voir ça avec vous. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient dans notre fichier. Donc notre fichier, il fait 100 de haut par 100 de large par 74 de haut. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a 400. Donc a priori, c'est le nombre d'octets par ligne. Hein, puisqu'on oui, c'est ça. Puisque une ligne, voilà, une ligne, elle fait 100 pixels. Et comme il y a 4 octets par pixel, c'est ça. Enfin, ça correspond à ça. Maintenant, est-ce que c'est ça? Donc oui, je voulais voir tout à l'heure, voilà, si je fais RGBA ici et si je fais RGBA ici, est-ce que j'aurai une différence? Alors, je vais supprimer simplement, voilà, pour être sûr d'avoir d'avoir un nouveau fichier qui va se créer. Oui, j'ai bien enregistré. Alors, je vais pas clearer l'écran. Non. Alors honnêtement, ça demandera quelques recherches, mais voilà, si on fait
NRGBA ou RGBA, a priori on a la même chose. Et alors si je l'ouvre, ben ouais, oui, alors c'est vrai qu'on voit pas. Hop, on va réouvrir ici, voilà. Hein, on est bien d'accord. Là, ça a fonctionné aussi. Bon. Quelle est la différence entre NRGBA et RGBA? J'en ai aucune idée. Là, je sèche. Ah, je me renseigne quand même. Donc, voilà, on a bien notre fichier, c'est sympathique. Donc je vais enlever ça. On en a plus besoin. Alors, je vais le supprimer aussi. Voilà, tout est clair, tout est propre. Alors maintenant, moi je vous ai parlé tout à l'heure d'archives zip. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est que donc mon petit logiciel va traiter ce que je vais lui donner. Alors là c'est bien parce que c'est du vert, mais ça marcherait pareil avec du bleu, avec du rouge. Voilà, l'important c'est que les pixels à garder ne soient pas de la même couleur que les pixels du fond et que le fond soit bien uni. Après tout le reste, il va le garder. Alors s'il y a une légère nuance, là ici j'ai mon fichier qui est bien en vert et en noir, mais si vous avez une légère nuance, un vert à peine plus clair ou à peine plus foncé, lui il la prendra pas. Hein. Il la laissera telle que. Il la prendra pas en tant que fichier transparent. Il faut que ce soit exactement ces valeurs-là. Si au lieu d'avoir, donc là ici, la couleur de fond, dans mon cas, ce sera 0, 255, 0, plus 255 en alpha, mais ça on s'en fout. Si on laisse l'alpha de côté, qu'on prend juste le rouge, le vert, le bleu, c'est 0, 255, 0. Et si vous êtes à 0, 254, 0, ou même à 0, 255, 0 et avec un alpha de 254, pour lui, 254, c'est pas 255. Hein. Ça reste un programme, ça reste de l'informatique. Si c'est exactement cette valeur-là, il la rendra transparente. Si c'est pas exactement cette valeur-là, à un près, eh bien, il la laissera telle que. D'où, comme je vous le disais en début, l'utilité après de faire, on le voit pour ceux qui utilisent Photoshop, par exemple avec la baguette magique, et c'est ce principe-là, on prend une couleur, et puis il va aller regarder, bon là ça va être sur les pixels contigus, mais voilà, c'est le même principe, il va regarder la couleur, et sur cet outil, on a une tolérance. Cette tolérance, je suis pas sûr que ce soit un pourcentage, c'est peut-être une valeur numérique, enfin bref, c'est l'écart entre la couleur sélectionnée, c'est l'écart admissible. Donc ici, vous pouvez très bien dire que voilà, l'image source, ce sera ça, mais après implémenter un système avec les couleurs pour que ce soit plus ou moins par exemple plus ou moins 2 ou plus ou moins 3. Donc ici c'est bien spécifique à notre exemple. Donc c'est bien, j'ai créé une nouvelle, j'ai gardé mon original, c'est le comportement que je voulais, et j'en ai créé une copie qui est transparente. Ça c'est très bien. Maintenant j'aimerais automatiser un poil plus la chose, et j'aimerais après pouvoir directement récupérer l'ensemble des deux, stocker dans un coin, et donc comme ça j'aurais plus qu'à l'envoyer par exemple à quelqu'un ou à le stocker. Donc pour ceci, quoi de mieux qu'une archive zip? Donc j'aimerais bien pouvoir voilà, lui passer un petit fichier comme celui-ci, qu'il le traite et qu'il me fasse une copie de l'original et qu'il me fasse le fichier de sortie, le fichier traité, qu'il me mette tout ça dans une archive zip. Alors vous avez beaucoup de chance parce que c'est faisable. Donc ici on va avoir tout notre traitement. Maintenant je vais enlever cette partie-là. Donc, on va plus créer directement un fichier de destination ici. Donc on va vouloir créer un fichier zip et à l'intérieur on va copier ceci
Et par contre, on va pas créer ici un fichier sample4 pour après le copier dans l'archive zip. On va, nous, ce qui serait bien, plutôt que de faire quelque chose de temporaire, ben, c'est directement de l'inscrire dans le fichier zip. Et ça tombe bien parce que c'est faisable. On va pouvoir créer directement un fichier, un nouveau fichier à l'intérieur d'une archive zip, sans passer par un fichier temporaire. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va refaire, alors, destination. Donc on va faire toujours un OS create, sauf qu'ici on va appeler ça sample.zip, par exemple. Ouais, je vais même l'appeler. Voilà, ce sera plus clair. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus clair. Donc on va créer un truc qu'on va appeler archive.zip. Donc là, je vais faire mon defer destination close. Voilà. Alors ensuite, on va utiliser le nouveau... c'est juste parce que je viens de me rappeler que... Voilà. Que j'avais FMT qui était encore là-haut et qui me posera problème tout à l'heure. Donc là, on va... donc on vient de se créer un nouveau fichier. Maintenant, on va vouloir faire le container zip à proprement dit. Alors, je vais appeler ça zip container. Alors... Non, je vais mettre une minuscule. Alors zip container, lui, il prend pas d'erreur. On va prendre le package zip, archive zip, voilà. Et dessus, on va créer un new rider. Donc on voit qu'on a la lecture et l'écriture, on n'a pas les deux. Donc on va vouloir, en fait, ça va être un zip. J'ai appelé ça container, mais je devrais plus appeler ça zip encrypteur. Alors, je vais... Voilà. Puisque notre fichier, notre conteneur, il est créé. On l'a créé ici avec la méthode osCreate. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure un PNG encode sur le nouveau fichier qu'on a créé, donc ici, on va faire pareil. On va lui dire, dans ce fichier-là, tu encoderas, donc déjà tu vas pouvoir écrire. Voilà. Tu écriras des données encodées pour une archive zip, en fait. Donc ça revient un petit peu au même que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec png.encode, où on avait passé la destination qui était notre fichier, et où on avait passé l'image encodée directement. Sauf que là, on ouvre un flux en ouverture, et on va pouvoir ajouter au fur et à mesure dedans. Que là, tout à l'heure, on a fait notre image en mémoire, et avec PNG encode, tout ce qui était en mémoire, on l'a balancé dans un fichier. Que ici, on va pouvoir ajouter des choses au fur et à mesure, tant que c'est pas fermé. Donc en paramètre, il prend un IOWriter, et cet IOWriter, c'est notre destination. Donc là maintenant, tout ce qu'on va envoyer, donc on a créé une méthode pour écrire dans ce fichier, finalement, et cette méthode-là, à chaque fois, elle va l'encoder. Je ne sais pas comment exactement, je ne sais pas quel est le système d'encodage du zip, mais elle va l'encoder en zip. Dans un format compatible zip. Voilà. Enfin, dans le format de données du zip. Donc là, voilà, c'est pour ça que zip encrypteur finalement c'est mieux. C'est le flux qui va servir à encrypter en zip dans notre archive. Donc voilà, mon conteneur de destination, il est prêt. Grâce à cette méthode, je vais pouvoir écrire dans mon fichier zip. Donc, maintenant, comme j'ai enlevé toute la partie du bas tout à l'heure, eh bien, mon image, elle est prête. Arrivée ici, elle est prête, elle est en mémoire. Mais, tout à l'heure, je l'avais écrit dans un fichier, et là, je n'ai absolument rien écrit nulle part. Et moi, dans ce fichier zip, je veux pouvoir y mettre ce que j'avais tout à l'heure, sample4.
Hein, donc je vous ai dit, on va pas passer par écrire le fichier sur le disque et après le compresser en zip, le mettre dans une archive zip. On va le créer directement dans l'archive zip. Et donc dans cette archive, on va créer des fichiers. Hein, ça reste comme si on travaillait ici. Ici, on est dans un dossier, dans le dossier tuto. Donc moi, je me suis mis à la racine de ce dossier, donc voilà. Mais j'ai créé un fichier dans un dossier tout à l'heure. Donc là, c'est pareil. L'archive zip, finalement, c'est un dossier. Donc on va pouvoir créer des fichiers dedans. Sauf qu'on va pas passer par OS Create. On va faire comme tout à l'heure, créer un nouveau fichier, mais on va passer par une méthode propre à l'archive zip. Alors, je vais appeler ça PNG final, puisque tout à l'heure j'avais appelé ça destination, donc voilà. PNG final, par contre, il va prendre une petite erreur. Et ici, donc, je vais aller sur mon conteneur zip encrypteur que je viens de créer, hein, qui est, d'ailleurs, on le voit bien de type ZipWriter. Et là-dessus, j'ai une méthode create. Et cette méthode create, elle fonctionne, donc elle renvoie un IOWriter et une erreur, et elle fonctionne exactement comme OS create. Donc je vais lui passer ici sample4.png. Donc en fait, c'est l'équivalent de OS create, mais dans un container zip. Donc du coup, maintenant, j'ai directement créé un nouveau fichier, mais au lieu de le créer avec la méthode OS, donc de le créer sur place ou dans un sous-dossier qu'on aurait désigné, eh bien, ici, je le crée avec la méthode associée au conteneur que j'ai créé, à l'encrypteur, et donc il va être créé dans cette archive zip. Mais ça va être le même fichier qu'on a vu tout à l'heure. Alors compressé, bien sûr, hein. Mais ça va être exactement le même fichier qu'on a fait tout à l'heure. Simplement, je le crée dans une archive zip. Et ensuite, je fais comme tout à l'heure, png.encode. Et ce coup-ci, l'IOWriter, c'est ce qu'on vient de faire. C'est png final. Comme tout à l'heure, j'avais passé le fichier de destination. Ici, je passe le fichier png final, donc la destination dans l'archive zip. Et puis, toujours imd dest, hein, voilà. Et puis toujours mon image. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est au lieu de créer un fichier sur le disque et de balancer l'image dedans, on l'a créé dans une archive zip et je balance l'image dedans. Donc c'est ça fonctionne comme OS Create, sauf que ici on travaille sur une archive zip. Donc là j'ai créé mon sample 4. Alors maintenant qu'est-ce que je vais vouloir faire pour sample 3? Parce que je voulais dans mon archive zip mettre le fichier de destination, le fichier traité, et aussi le fichier original en copie. Comment je vais faire ça? Alors je vais créer un nouvel objet file 2. Pourquoi point? Je n'ai absolument aucune idée. Alors ici, je vais réouvrir sample 3. Alors vous allez vous dire, pourquoi il prend pas le premier, puisque sample 3 on l'a déjà ouvert ici. Donc pourquoi pas reprendre ce flux-là? Eh bien parce que tout simplement, ça ne marche pas. Alors après, il y a peut-être une solution. Quand j'ai fait ce tuto-là, j'ai pas fouillé plus que ça. Donc je n'ai pas pu réutiliser le file 1, puisque à chaque fois ça me créait une copie de sample 3, mais qui était vide, où il y avait 0 octet. Alors je me demande si ça vient pas plus ou moins du même truc que j'avais avec l'objet file, la vidéo sur l'objet file où je vous ai dit que j'arrivais pas à lire le fichier que je venais d'écrire. Et en commentaire, Victor Robineau en commentaire m'avait gentiment dit que qu'en fait que mon fichier, en fait, il fallait que je revienne à 0. Puisque mon fichier se lisait un petit peu comme un
comme un vinyle par exemple, où quand on arrive à la fin, bah, ça revient pas automatiquement. Enfin, quand on lit un fichier, on le prend pas automatiquement au début. Et donc il fallait le remettre manuellement au début, mettre sa tête de lecture entre guillemets au début. Et donc est-ce que ça viendrait pas de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode pour ça? Ouais, c'est pareil, c'est un truc qu'il faudrait que je regarde. Donc oui, réinitialiser le fichier file. Ouais, je sais pas trop. Et du coup, j'en profite pour remercier Victor pour justement son conseil en commentaire. Ça me sera très utile à l'avenir. Donc voilà, en attendant, eh bien, moi je vais faire comme ça. Hein, je vais l'ouvrir une deuxième fois. Donc je vais l'ouvrir à travers un autre objet file. Donc à partir de là, donc il va falloir créer un nouveau fichier. Donc là, j'en ai ouvert un. Il va falloir en créer un nouveau dans le zip dans l'encrypteur. Donc je vais faire exactement pareil, sauf qu'ici je vais appeler ça PNG source. De toute façon c'est pour le programme. Donc le nom de la variable on s'en fout un peu. Moi je vais utiliser PNG source puisque c'est le PNG source sample 3. Et puis l'autre on l'a appelé PNG final, donc voilà. Donc c'est pareil, on va aller chercher zip encrypteur, dessus on va faire un create, et donc ici, eh bien ici on va déjà pouvoir, on veut qu'il ait le même nom que le fichier d'origine. Alors là bien sûr le nom, pareil je l'ai mis en dur, mais il pourrait être récupéré, automatisé, hein. J'ai juste mis en dur comme ça. Donc ici, ce qu'on va faire file2, point, et on a une méthode name qui renvoie une string, qui est en fait ni plus ni moins que ceci, le nom du fichier. Donc voilà, on a ouvert notre fichier. À l'intérieur du fichier zip, on en a créé un nouveau du même nom que le fichier qu'on a ouvert. Et maintenant, on va vouloir déverser l'un dans l'autre. Alors pour ça, il va falloir lire le fichier file2. Dans un premier temps, il va falloir le lire. Alors c'est vrai, pourquoi le lire? C'est vrai qu'on serait tenté de faire quelque chose, de ce genre-là. PNG source, point. On va appeler la méthode d'écriture, et ici, on va vouloir passer l'objet file. Sauf que là, on voit qu'il prend un slice d'octet. Et notre objet file, lui, c'est un objet file, tout simplement. Donc ça ne marchera pas, ce sera pas compatible. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir passer par la fameuse méthode, par le package IOUtil, pour lire le fichier, dans un premier temps, et ainsi le convertir en slice d'octet, et après passer ce slice d'octet dans l'objet d'écriture du PNG source. Donc pour ceci, on va appeler ça, je vais appeler ça body. Hein, on s'en fout un petit peu. Body, je crois. Alors je ne suis plus sûr qu'il y ait une erreur, mais il me semble bien. IOUtil.readAll. Oui, il y a bien une erreur. Voilà, readAll. Et puis je vais lui passer file 2. Voilà. Et donc ici maintenant mon body, c'est un slice d'octet. Donc je peux écrire le body à l'intérieur de mon fichier. Après ça, ce que je fais, je vais fermer mon file ici, et puis je vais fermer mon zip encrypteur, puisque ne pas oublier de fermer le zip encrypteur, sinon sinon vous allez tout de suite vous en rendre compte, votre archive sera illisible. Donc il faut bien le fermer. Et on avait le defer, hein, c'est le premier, là sera, puis celui-là aussi. L'archive zip sera fermée à la fin de tout ça. Et donc respectez cet ordre-là, on ferme l'encrypteur et après on ferme le fichier de destination. Si vous fermez avant l'encrypteur, ça va, pareil, ça risque de vous poser des soucis.
Et puis, normalement, si tout se passe bien, on est bon. Alors, on va faire un go run main go. Voilà. On voit ici que j'ai une archive zip. Donc, si je vais révéler dans l'explorateur, voilà. Si je vais ici, donc là, moi j'ai mes samples. Hein. Ça, c'est des samples agrandis. Ça, c'était des 2 d'origine. Et puis mon logo. Voilà. J'ouvre mon archive zip. Aux joies, au bonheur. J'ai mon sample 3, hein, qui est exactement le même, et mon sample 4, qui est lui transparent. Et donc si je veux hop là, si je veux le sortir, il n'y a pas de souci. Hein. On voit bien d'ailleurs qu'il est transparent. Hop là, voilà. Donc j'ai créé directement dans une archive zip mon objet de destination. Alors ici, donc on a ouvert notre fichier, on a ouvert une source, et puis on a lu l'un pour le balancer dans l'autre. Donc ça, c'est ce qui nous paraît logique. Hein, comme ici, on a besoin d'un slice.doctet. Bon, ok, on pourrait faire ça. Alors si on cherche ici, ben on a, de toute façon, voilà, on n'a pas 36 méthodes. Donc on n'a pas moyen de copier directement ce fichier-là dans celui-ci. Alors on n'a pas moyen depuis ce package-là. Par contre, il existe une méthode qui sera bien pratique. Non, voilà. Et qui est située dans le package IO. Donc si on fait IO copy, donc alors on a des retours, bon ces retours sont optionnels, donc là on va pas s'en occuper, mais on voit surtout qu'on a une destination qui sera un writer et une source qui est un reader. Donc cette méthode va nous permettre de copier, ni plus ni moins, une source vers une destination. Alors maintenant, si je prends copie, je vais avoir besoin d'une destination qui sera un IO writer. Donc PNG source, on voit ici c'est un IO writer, ça correspond. C'est vraiment le bon type. Et puis voilà, si je me mets dessus. Et puis on aura besoin aussi d'un fichier source. Donc on a besoin d'une source qui est un reader, et un reader, eh bien, on en a un sous la forme de l'objet file. L'objet file est fait partie des readers. Et donc voilà, donc ici on va pouvoir tout simplement, grâce à la méthode copy du package IO, on va pouvoir passer le contenu d'un reader à l'écrire dans un writer. Je vais supprimer mon archive zip, déplacer vers la corbeille, voilà. Donc maintenant, je relance mon petit bazar, go run main go. De quoi donc? Ah bah oui. Oui, du coup, puisque j'utilise plus la méthode read all, ça c'est ma faute. Voilà. Et donc je vois que j'ai à nouveau un fichier zip, une archive zip, avec à l'intérieur toujours mes voilà, toujours mes fichiers donc fichier original et copie, enfin copie modifiée. Voilà. Et on voit que donc j'ai pu sortir sample 4 comme n'importe quelle archive zip. Voilà. Donc la méthode IOCopy sera utilisable aussi dans d'autres circonstances. Ici, on l'utilise pour écrire dans un conteneur zip,
mais on pourra comme ça binder un reader sur un writer dans plein d'autres cas. Donc, eh bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette fois-ci. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment abordé le package image. On a vraiment survolé ça. C'était plus finalement, ça tient plus des travaux pratiques que du tuto, même si on a appris quelque chose. Mais je trouvais ça sympathique de manipuler un petit peu, voilà, de manipuler un petit peu des images via le PNG. Ça permettait de faire un petit truc un petit peu sympa. Voilà, donc on aura vu un petit peu manipuler un petit peu les PNG et puis aussi les fichiers zip. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent, le conteneur zip. Et puis c'est bien pratique de savoir qu'on peut déjà qu'on peut via cette méthode là, on peut copier des fichiers dans une archive zip. Donc c'est ce qu'on fait quand on fait un zip pour l'envoyer à quelqu'un par exemple, ou pour stocker sur une clé ou je ne sais pas. On prend nos fichiers et en fait on va les copier dans une nouvelle archive zip. Donc c'est ce principe là. Mais aussi à savoir que quand on copie, en fait, on va lire un fichier et on va créer un nouveau dans l'archive zip, en fait. On va pas juste le prendre et puis le dupliquer dedans. On en crée un nouveau et on prend le contenu de l'un pour le copier dans celui de l'autre. Et donc, justement, par extension, on peut créer directement des fichiers dans l'archive zip. Donc voilà, sur ce tuto qui finalement ressemble plus à des travaux pratiques, bien c'est là-dessus que je vais vous laisser. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto. Salut!